coup, je vous disais, un article de Mediapart sur les élections au Brésil. Donc, pour petit rappel, le premier tour, c'était le 4 octobre. Et le président sortant, Bolsonaro, a quand même créé la surprise. Tout le monde donnait le concurrent Lula, qui est une sorte de symbole là-bas. C'est vraiment un ancien syndicaliste. Il a été président pendant plusieurs mandats. Il a fait face à des charges de corruption pour lesquelles il a été blanchi. Et donc maintenant, il se lance à la course présidentielle. Et il est arrivé en tête avec 48,4% des voix. Mais derrière, Bolsonaro le talonne avec 43% des voix. Donc c'est une surprise parce que tout le monde donnait Lula grand gagnant, voire même gagnant avec majorité absolue. Ouais, plus de 50, Donc c'était, plus de 50%, ouais, c'est ça. Au début, on l'annonçait vraiment en tant grand vainqueur. Et la surprise. Et il faut aussi noter dans cette élection-là, important, c'est qu'il y a eu à peu près un peu plus de 21% d'abstention. Au Brésil, c'est assez rare parce que comme en Belgique, le vote est obligatoire là-bas en fait. C'est très rare, c'était pas arrivé depuis 98 qu'il y ait autant d'un score d'abstention aussi haut. Ça a noté aussi et ça a sûrement contribué en fait. D'ailleurs, ce facteur, ça s'explique encore assez mal. Il faudra attendre les résultats du second tour qui se dérouleront dimanche. Dimanche, les Brésiliens vont voter au second tour. Et malgré tout, on ne peut pas s'empêcher de noter une sorte de victoire de Lula, de demi-victoire, avec un gros goût de défaite. C'est ce que notent beaucoup d'observateurs de la vie politique là-bas, une victoire amère, quoi. Autre chose, il y a eu en même temps les élections législatives, là-bas, donc les élections du Parlement et les élections des gouverneurs locaux. Donc c'est aussi très important, c'est ça qui va déterminer leur assemblée. Et Bolsonaro a réussi à placer pas mal de ses lieutenants, en fait. Notamment ces deux anciens ministres de l'Environnement, ils sont passés à la Chambre, ils sont élus. C'est pas une très très bonne nouvelle pour les défenseurs de la forêt amazonienne et les défenseurs des droits des tribus indigènes parce qu'ils avaient fait beaucoup de mal pendant le premier mandat. Et l'autre chose que l'article de Mediapart indique, la dernière chose, peut-être le point à retenir, c'est une sorte d'ancrage des idées d'extrême droite dans la vie au Brésil. Quand Lula avait été élu la première fois, il y a une quinzaine d'années, ça avait fait un grand émoi dans la sphère d'extrême droite, et là, rien du tout. Et, Jean-Mathieu Albertini dit que c'est peut-être parce que les idées d'extrême droite sont tellement ancrées que maintenant ils sont sûrs de leur force. Si Lula est élu, ce sera juste un opposant politique comme un autre, il n'y aura pas de scandale culturel comme ça aurait pu l'être il y a 15 ans. Et il y aura sûrement aussi, ça va évoluer à l'Assemblée, parce qu'il va y avoir des alliances avec les autres partis, donc le parti centriste qui est arrivé troisième et le parti travailliste qui est arrivé quatrième, ceux qui vont un peu faire la couleur de l'Assemblée nationale au Brésil. Merci déjà pour... vous voulez réagir, si ça vous a marqué ou pas les élections sur place, vous aviez suivi ou pas. C'est quand les élections je sais plus, c'est dans 3 jours là. C'est dimanche, le second tour c'est dimanche. On aura le résultat du coup, dimanche dans la soirée, dans la nuit. Il y a une normalisation des idées d'extrême droite comme ça au Brésil, c'est assez impressionnant comment ça se déplace, la fenêtre qui se déplace comme ça, c'est assez abusé, je trouve. Ouais, c'est ça. Et puis même en sachant le mandat un peu quand même désastreux de Bolsonaro, que ce soit au niveau des droits LGBT, des droits humains en général, au niveau de l'environnement sur la forêt amazonienne, au niveau des droits des tribus qui y vivent, c'était quand même dramatique. Et le fait de le voir avec 43% des voix au premier tour, ça a été choquant. Qu'est-ce qui explique ces 43 ? Tu crois que c'est vraiment l'abstention ou bien dans les articles que j'ai pu lire, il y avait l'abstention qui jouait, le soutien des chrétiens et de la sphère évangéliste au Brésil qui est quand même assez forte. C'est vrai. Bolsonaro, je ne sais pas si vous voyez qui c'est un extrême droite dur, un ancien militaire, catholique fervent pratiquant, c'est-à-dire opposé à l'avortement, opposé aux droits LGBT, tout le tintouin. Et il a eu l'appui des sphères catholiques et évangélistes. Ce qui a fait la différence aussi, c'est un truc qu'on a noté en fonction de son élection, au fur et à mesure de son présidence, c'est que les patrons de la bourse brésilienne l'ont lâché. C'est ça qui avait un peu déterminé son élection il y a 4 ans. Et là, les patrons ne le soutiennent pas. La sphère financière l'a lâché. Et c'est peut-être ça qui explique aussi qu'il est que à 43 et pas à beaucoup plus. Ah oui, donc pendant son mandat, ils l'ont vraiment lâché. Ouais, c'est ça. Comme il a pas vraiment, il a pas délivré ce qu'il avait promis au niveau économique et financier. Et donc, en plus de tous ces scandales, au moment de sa gestion dramatique de la crise Covid, parce que ça aussi, ça l'a mis dedans avec des images très choquantes de cimetières entiers qui se créent juste pour les morts Covid au Brésil. C'était
On avait vu ces images. C'était vraiment fort. Il y avait des pleurs, des familles entières décimées, des enfants qui ont été orphelins. Et ça aussi, ça a vraiment impacté ça. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints dans le chat pendant que tu nous parlais du Brésil. Bonjour à tous. On vous voit les mauvaises langues. On vous voit tous. Et Mathéus a dit dans la nuit de dimanche à lundi, on saura. On sera fixé à ce moment-là. Ouais, c'est ça, c'est à ce moment-là, la nuit dimanche à lundi. Léonie le catholique nous dit oui, au Brésil, ils sont très conservateurs, tristes pour les droits humains. Ouais. Et puis ça va aussi modifier parce qu'effectivement, si le Brésil avait une présidence de Lula avec majorité absolue, il aurait une marge de manœuvre beaucoup plus grande. Alors que là, s'il doit faire des alliances et s'il doit composer avec les forces conservatrices, ça va affecter sa présidence. Alors juste, Augustin, je vais être très transparente avec toi. Ouais. On a encore du temps pour écouter tes articles, etc. Ouais. Mais ça dit, t'en choisis 2 ? Encore 2 ? Encore 2, ouais, ça marche. Ça te va ? Nickel, ça marche. top. Du coup, je vais quand même vous parler d'un autre pays en Amérique du Sud, c'est le Chili. Donc le Chili, en septembre, devait présenter une nouvelle constitution qui avait été rédigée de manière très démocratique, une constituante, un peu de tirage au sort, un peu de représentativité. Et c'était une constitution qui était très progressiste, avec la reconnaissance de l'eau comme bien inappropriable, avec plus de moyens pour les écoles, les hôpitaux, etc. Et une reconnaissance accrue des tribus indigènes sur place, notamment des Mapuche. Désolé pour la prononciation. Les Mapuche. Et dans un article du Monde diplomatique de Renaud Lambert, on nous donne des éléments d'analyse de savoir pourquoi cette nouvelle constitution n'a pas été adoptée. Le Chili a connu pendant longtemps des manifestations populaires très importantes suite à une inflation du prix du ticket de métro. Ça avait créé des manifestations dans la rue, ça avait donné lieu à de la répression très 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 violente. Et suite à ça, avec la victoire des manifestations, il y a eu une nouvelle constitution et qui a été largement plébiscitée, mais au final, choc un peu sur la planète, refusée à 62%, alors qu'il y avait une participation de 85%, ce qui est assez inédit aussi, et beaucoup de participation des classes populaires. Et surprise, pourquoi est-ce que la population chilienne n'a pas accepté, n'a pas ratifié cette constitution pourtant décrite comme très progressiste? Et l'article de Renaud Lambert pointe un élément en particulier qui est la plurinationalité. La plurinationalité, c'est un concept. Je vais vous le donner ici. C'est un concept. Il s'agit de la reconnaissance du fait qu'à l'intérieur d'un seul État coexistent divers peuples et nations indigènes qui participent à la vie politique en tant que collectif, jouissant de droit à déterminer leurs propres priorités. Donc en fait, c'était pour donner un statut juridique et légal à part aux tribus vivant sur place, aux tribus, notamment les Mapuche. Et les médias conservateurs, parce que détenus pour la plupart par des grandes fortunes là-bas, ont appuyé sur ce point, sur la plurinationalité, qui était quand même un sentiment un peu ambivalent, parce que pendant les manifestations, il y avait un grand sentiment patriote au Chili, tout le monde dans la rue, tout le monde très uni. Et avec ce sentiment de plurinationalité, avec cette idée de la plurinationalité, les médias ont joué sur le sentiment un peu de division. En disant, si jamais ils sont plus chiliens, c'est l'éclatement de l'État chilien, etc. Ils ont joué un peu sur une peur un peu nationaliste. Et de ce faisant, ils ont donné des armes à leurs opposants à la droite. Comme la nouvelle constitution n'a pas été adoptée, il va falloir la resigner, il va falloir en refaire une complètement. Le président Gabriel Boric s'est engagé à refaire une nouvelle constitution. Mais cette fois-ci, il va falloir tenir compte des rapports de force. Et il y a Mathéus qui dit peut-être que c'est trop progressiste. C'est quoi les points qu'il y avait ? Ouais, alors il y avait le point le plus important, c'était la reconnaissance de l'eau comme bien inappropriable. Donc il y avait des grandes disparités d'accès à l'eau en fonction de la géographie du Chili, qui est un pays très étendu du nord au sud. Donc il y avait des petites villes, des villages qui avaient très peu accès à l'eau, et l'inflation avait vraiment fait mal à l'accès. Et reconnaître ça, c'était quand même le gros point positif. Il y avait de nouveaux moyens pour les écoles, de nouveaux moyens pour les hôpitaux. Il y avait aussi une sortie progressive des traités de libre-échange. Il y avait une remise en cause complète du système néolibéral et un retour à une économie socialiste comme il pouvait y avoir sous Allende. Ouais. Effectivement, c'est peut-être trop progressiste, mais ces mesures-là étaient largement plébiscitées par la population. Ouais. Juste avant de continuer, je vais remercier Bastien Péchon et
Mayol ou Mayo pour les follow, merci beaucoup. Et c'était super intéressant, j'aurais plein de questions à te poser, mais on est vraiment crack. Ouais, du coup, j'ai quand même le temps d'en faire On un est déjà troisième ou Moi, j'aimerais bien que tu nous parles, tu m'as parlé un peu des politiques là, qui utilisent les réseaux sociaux. Ouais, Rapidement, ça c'est cool. possible. Il y a les ça, c'était TikTok. intéressant. Ouais, je Et- le fais très, très brièvement parce qu'on aura l'occasion d'en reparler avec Ouais, notre ouais. invité plus Je suis tard. d'accord. Mais dans un article du Wilfried, le média indépendant belge, qui est sorti il y a la semaine dernière, on a un super article assez intéressant à lire sur les politiques qui arrivent sur TikTok. Si vous êtes sur TikTok, je pense que vous avez vu la vidéo d'Elio Di Rupo, qui, avec la chanson Bim Bam Toi, il me semble que c'était ça. Et l'article revient sur les politiques belges qui investissent les réseaux sociaux, posent la question de comment on parle de politique sur Twitch, sur TikTok, avec le président du Vlaams Belang qui est aussi qui fait des vidéos régulièrement sur TikTok, avec Paul Magnette qui a participé à des lives sur Twitch, avec Elio Di Rupo qui cumule plus de 156 000 abonnés, ce qui est assez dingue. C'est énorme. Et c'est ça, et il y a plusieurs observateurs, des chercheurs et des gens qui sont sur Twitch depuis longtemps. Ils sont un peu ambivalents. Il y en a qui disent que c'est très bien que les politiques cherchent à démocratiser ça, à aller chercher de l'électorat sur les réseaux sociaux, de s'adresser aux jeunes avec leur ton et leur code. D'autres qui disent que c'est quand même assez grotesque, pas toujours très très bien maîtrisé. L'article finit avec une super phrase, je vous la dis parce qu'elle est assez drôle. La baleine suit le krill, le politique suit l'audience. Et ça fait un peu ça, effectivement. Ça dénonce. Ceux qui contestent un peu la présence des politiques, en tout cas la présence actuelle des politiques sur TikTok et Twitch, voient un peu ça comme de l'opportunisme, on va pas se mentir. Mais tout ce qui est TikTok, Twitch, on en reparlera avec notre invité plus tard, vous verrez. Ça va être- Moi, vraiment, je viens de voir un truc sur le chat, ça me fait beaucoup rire. J'espère bientôt voir Doever taper son meilleur twerk sur Nicki Minaj. Moi, je sais que ça pas peut si j'ai très arriver très un envie de jour voir ça personnellement. Je sais pas si j'ai On envie veut de le voir, voir, on veut le voir. Mais on pense ce qu'on veut des politiques sur Twitch, mais en tout cas, je trouve que l'efficacité de l'équipe de com d'Elio Di Rupo est Ouais. exceptionnelle parce qu'il est vraiment partout. Personnellement, j'ai Ouais. plus vu Di Rupo sur TikTok que certains grands TikTokers qu'on pourrait Mais voir aux est-ce que US. c'est- C'est impressionnant. Est-ce que c'est pas un peu l'essence du politique d'utiliser les médias pour pouvoir aller chercher son électorat quoi. Il faut qu'il ait une voix, il faut qu'il ait une parole et les réseaux sociaux on joue en plus. Attends, je crois que Tariq, on te. Pardon. Quoi? Bonjour. Non, mais ça me fait penser, parce que vous parlez de la présence sur TikTok. En même temps, moi, je trouve que ça peut avoir aussi un peu un double tranchant. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Maxence qui parle du coup. Les membres de l'équipe. Je suis la petite voix dans l'oreillette. Non, parce que je me souviens, il y avait l'ancien ministre des Transports français qui était hyper présent sur TikTok et tout. Paris, ouais. Mais ouais, voilà, c'est ça. Jean-Baptiste Mais sauf que Paris, ouais. moi, je me souviens de l'avoir vu passer, je me souviens d'avoir vu passer tout ça. Par contre, ce qu'il fait en politique, ce qu'il fait maintenant et tout ça, j'en ai absolument aucune idée. C'est-à-dire que je Ah l'ai oui. vu passer, mais après, est-ce que ça a vraiment servi à grand-chose? Je sais pas. Enfin, Bonne ça m'a question. pas spécialement donné envie d'aller voir plus loin, quoi. Faudrait faire des études en vrai, l'impact des politiques. Et c'est vrai que Elisa dans le chat dit que AOC est une championne aux USA, Alexandra Ocasio-Cortez. Ouais. C'est vrai qu'elle est très présente sur les réseaux sociaux et on la découvre Moi, vraiment là quoi. Et Max, du coup, le chat te salue.